Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors, on n'est pas, on va dire, expert du vélo, on n'est pas journaliste, on est juste passionné comme vous qui êtes à l'écoute du podcast, et on est là pour échanger, on est là pour partager. Donc 261e épisode du coup tordu, épisode consacré à la 3e étape du Tour de Catalogne. On va faire la preview, je vais vous donner mes pronostics et puis on va essayer également de vous donner quelques petits pronos pour La Panne qui a lieu ce mercredi 26 mars 2025. Alors je suis tout seul pour l'enregistrement de ce podcast. Lati Benzo, vous les retrouverez un petit peu plus tard dans le coup tordu, mais je suis tout seul, pas vraiment, parce que je suis en même temps connecté sur le TikTok du coup tordu. Donc il y a des copains qui sont connectés, des fans de vélo là, comme Loïc qui dit l'équipe n'est pas là ce soir. Voilà, là je suis tout seul. Lati et Phoenix, on les retrouvera un petit peu plus tard. Mais bien évidemment, si vous avez des questions à poser, si vous avez des analyses vous aussi à donner sur les différentes épreuves qui ont lieu ce mercredi 26 mars depuis le TikTok du coup tordu, vous pouvez les donner en direct et vous pourrez interagir et en faire profiter toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute du podcast. Rapidement, avant d'attaquer donc les deux previews, on va commencer par La Panne et par le Tour de Catalogne. On va revenir sur l'actualité vélo. La première, c'est la victoire de Caleb Ewan sur la première étape de la Coppi Bartali. Donc Caleb qui faisait son grand retour chez Ineos. Alors c'est vrai que dans le podcast, on l'avait pas torpillé, mais on était quand même un petit peu extrêmement surpris du choix d'Ineos. On rappelle que Caleb, ça s'est très mal terminé à la Lotto. Ça s'est également très mal passé du côté de la Jayco. Donc Caleb qui fait son retour du côté des Ineos. Et ça se passe bien. Alors effectivement, il y en a qui me l'ont fait remarquer, notamment sur X, sur Twitter. C'était pas non plus face à une adversité redoutable. Jason Tesson finit 3e. Bon, Jason Tesson fait pas un début de saison fracassant, il revient petit à petit. En revanche, moi ce qui m'a impressionné, c'est la facilité avec laquelle il a gagné. Faut dire qu'il a été bien lancé par son équipe, mais il gagne littéralement avec 3 vélos d'avance. Donc j'espère qu'on reverra, on va revoir bien évidemment Caleb Ewan très rapidement face à une adversité un petit peu plus forte. On va voir comment il frotte, notamment parce qu'il avait de gros problèmes pour frotter dans les sprints. Donc voilà, Caleb, rendez-vous au prochain épisode face à une adversité un petit peu plus forte. Là, c'était globalement la seule étape pour sprinter sur la Coppi Bartali, donc on le reverra très très vite. Est-ce qu'on va le remettre en jeu dans nos pronos ou non? En tout cas, en attendant d'en savoir un petit peu plus, mais comme quoi la leçon de cette histoire, c'est qu'il faut toujours croire en l'être humain. La deuxième actualité, c'est Mathieu Brennan qui a remporté donc la première étape du Tour de Catalogne, qui a terminé deuxième de la deuxième étape. Alors Mathieu Brennan, je m'en veux un petit peu parce que bien évidemment il était dans les radars, de pas mal d'entre vous. On rappelle, il a gagné sur le Tour des 100 communes à Béthune. Il a gagné ensuite la course le Grand Prix de Lillers. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs qui n'étaient pas contents parce que la Visma avait fait redescendre un coureur de World Tour au niveau Conti avec la réserve de la Visma. Donc il a gagné ces deux courses très très facilement. Plus impressionnant, il a remporté le Grand Prix de Denain et assez facilement. Et donc là, on le retrouvait face à une adversité World Tour. Alors moi, je l'attendais plus. Je vais vous dire sur l'étape de ce mardi que sur la première étape de ce lundi. Plus que sa victoire qui m'impressionne, c'est la manière dont il a remporté la course. C'est-à-dire qu'il se tape un relais quasiment à lui tout seul d'1 kilomètre, 1,5 kilomètres avec Cadem Groves qui lui collait au basque. Il a parfaitement calculé son effort pour remonter sur Tibor Del Grosso qui s'était échappé dans la descente, et il a fait une remontada de malade. Mais c'est surtout réussir à le faire avec Cadem Groves dans les basques. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'avait réussi à faire Mathieu Van Der Poel, toute proportion gardée évidemment, sur l'Amstel 2019 où Mathieu Van Der Poel, quand on parle de sprint long, là il a fait le sprint le plus long de toute l'histoire de la galaxie. Il était aux 500-600 mètres, il avait réussi à ramener son groupe sur Alaphilippe et sur Jakob Fuglsang qui se regardaient, et derrière il réenchaîne, il fait le sprint et il gagne. Dans l'idée, Mathieu Brennan, voilà, ce qu'il a réussi à faire sur la première étape du Tour de Catalogne, c'est un petit peu ça. Maintenant, encore une fois, il a que 19 ans, on va pas non plus s'emballer, mais en tout cas, je pense
pense, contient un véritable GOAT. Alors forcément, en matière de betting, en matière de paris, c'est toujours des choses à anticiper. Là, j'avais pas anticipé. Sa cote victoire sur la première étape était à 9. Bon, bah voilà, le train est passé, comme on dit, mais en tout cas, vraiment, non à cocher pour Mathieu Brinhan, parce que ce qu'il a fait, ça, voilà, vous l'avez tous vu, hein, on est tous d'accord là-dessus. Ça démontre un véritable talent. Du côté des actualités vélo, il y en a encore deux petites, hein. On attend, et c'est ce mercredi 26 mars que va être débattue la possibilité de rajouter des wildcards sur les grands tours en cette année 2025, à la fois sur le Giro, à la fois sur le Tour de France, à la fois sur la Vuelta. On vous tanne depuis des mois et des mois avec ça dans le coup tordu, mais pour moi c'est un enjeu véritablement très très important. Donc voilà, pour rappel, c'est Richard Plougueux, hein, quasiment, c'est lui qui refuse qu'il y ait une 23e équipe sur les grands tours en 2025 pour soi-disant des questions de sécurité. Nous, on espère simplement que le bon sens prévaudra, tout simplement parce que si on reste à 22 équipes sur le Tour de France, ça veut dire se passer de la Tudor, soit se passer de la Tudor, ce qui serait totalement injuste pour le public français, soit se passer de la Total Energy, ce qui serait totalement injuste pour Jean-René Bernaudot et tout ce qu'il a apporté pour le vélo français, ou ça voudrait dire se passer de la Uno-X, ce qui serait totalement injuste sportivement. Donc j'espère qu'une solution intelligente va sortir des couloirs de l'UCI, et qu'en ce mercredi 26 mars, on aura une bonne nouvelle, à savoir 3 wildcards pour le Tour de France, 4 pour le Tour d'Italie et 3 wildcards pour la Vuelta. Ce qui permettra d'avoir, on va dire, voilà, c'est juste du bon sens. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Et puis enfin, on va faire un big up à Miguel Heidemann. Alors vous le savez, il y a une tradition dans le coup tordu, quand on reçoit un coureur dans le podcast, ce qu'on aime bien, c'est que quand le coureur remporte une course, c'est le recevoir dans le coup tordu. C'est un petit peu la promesse qu'on se fait chaque fois qu'on a un coureur qui gagne. On lui dit, dès que tu gagnes une course, tu reviens nous voir dans l'émission. Ce qu'on avait fait, rappelez-vous, avec Quentin Bézac qui avait gagné le contre-la-montre du Tour de Saharja, et il était revenu tout de suite dans le podcast, dans le coup tordu. Alors pour moi, il y a un coureur qu'on a reçu dans le podcast il y a quelques mois. On m'avait posé la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est Miguel Heidemann, hein, qui a été 3 fois sur le podium du contre-la-montre des championnats d'Allemagne. On m'a demandé récemment, est-ce que Miguel Heidemann a retrouvé une équipe? Oui, il a retrouvé une équipe il y a quelques semaines, la Rambö, qui est une Conti allemande, et Miguel Heidemann, il est engagé demain sur le Tour de Rhodes, une course en Grèce, hein, qui est suivie également par nos amis de Side Limit. On peut aligner des coureurs sur cette course, et il y a un contre-la-montre de 11 bornes pour démarrer cette épreuve. Moi, je pense que sur le papier, alors j'ai pas vu de cotation précise pour cette épreuve, mais je pense que sur le papier, Miguel Heidemann a toutes les qualités pour remporter ce contre-la-montre. D'ailleurs, j'en fais mon favori. Et vu que ce tour en Grèce, le Tour de Rhodes, les 5 étapes sont littéralement plates, si en plus il arrive à prendre un petit pécule et avoir un petit peu d'avance sur ce contre-la-montre, ça lui donnerait également un edge et les nuts pour éventuellement aller faire une belle place au classement général. Donc de tout cœur avec Miguel Heidemann, qui est vraiment un bon garçon, un mec adorable, qui avait couru il y a quelques années du côté de la BNB, du côté de chez Jérôme Pinault. Il en avait parlé dans le podcast. Je vous invite à réécouter cet épisode. On l'avait enregistré au mois de novembre. Alors je peux pas vous redire le numéro. Tapez Miguel Heidemann, vous allez le retrouver dans les barres de recherche. Mais vraiment, voilà, il parle parfaitement français. Il est allemand, il parle parfaitement français. Un mec vraiment très très sympa, et je lui souhaite le meilleur, et j'espère que ce mercredi, il ira décrocher une belle victoire du côté du Tour de Rhodes en Grèce. Allez les amis, on attaque tout de suite sur les previews. Alors première preview, on va sur Bruges-La-Panne. Je rappelle avant toute chose, et je le dis pas parce que c'est la loi ou c'est les règles, mais je le dis parce que c'est la vérité, jouer avec excès comporte des risques. On ne fait pas n'importe quoi, et la seule manière de s'en sortir, c'est de gérer son budget. Je le dis, ça c'est pas dans les lois, c'est pas dans les règles, ça c'est moi qui vous le dis, les bookmakers ne vous le diront pas. Il faut jouer en management bankroll, avec un logiciel. Le plus célèbre, c'est BetBankroll, mais il y en a d'autres bien évidemment, et soyez très rigoureux sur votre budget. C'est voilà le conseil que je vous donne, et c'est pour moi la condition indispensable pour au moins ne pas perdre dans les paris sportifs, et espérer avoir une petite chance de gain sur le long terme, sachant que 97% des joueurs sont perdants sur le long terme. Donc si vous voulez être dans les 3%, si vous voulez être dans les requins et non dans les pigeons, ayez une gestion saine de bankroll. Quelqu'un qui gère mathématiquement, qui gère sainement sa bankroll, s'en sortira toujours beaucoup mieux que quelqu'un qui connaît le sport mais qui fait absolument n'importe quoi au niveau de ses mises.
Donc Bruges-La Panne. Alors Bruges-La Panne, donc épreuve qui a lieu ce mercredi 26 mars. On a du beau monde sur la start list. Les meilleurs sprinteurs du monde sont là, à savoir Merlier, Milan et Jasper Philipsen. Les trois meilleurs. On peut même rajouter le quatrième, c'est Olaf Koy. On sait que Bruges-La Panne, le scénario peut être très différent, comme beaucoup de courses d'ailleurs. Alors c'est tout plat, mais vraiment le scénario peut basculer dans tous les sens en fonction de la météo. On se rappelle par exemple qu'en 2023, il avait plu, c'était parti dans tous les sens, ça avait attaqué, ça avait borduré. On avait un petit groupe de 3 coureurs qui s'étaient joué la gagne, même 4 coureurs. Il y avait Frédéric Frison, Yves Lampart, Olaf Koy et Jasper Philipsen. Philipsen qui s'était échappé ce jour-là. On avait vu un petit peu ses talents de classic man sur ce Bruges-La Panne qui avait été disputé sous la pluie. Rappelez-vous d'ailleurs, à l'époque, on avait passé le top 3 de Yves Lampart à 34. À l'époque, on vous avait donné le pronostic, c'était chez Gilou, pour ceux qui suivaient à l'époque les émissions sur Ladbrokes, sur Twitch. Donc on avait rentré le top 3 de Yves Lampart à 34 en jouant justement sur les conditions météo. En revanche, quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de vent et qu'il fait beau, là on revient sur tout ce qu'il y a de plus basique, du sprint massif. Et l'année dernière, c'est ce qu'on a eu avec un peloton de 60 coureurs qui s'est joué la gagne. La victoire de Jasper Philipsen devant Tim Merlier. Alors pour ce mercredi, c'est des conditions qu'on va avoir, conditions soleil, le vent c'est pas dinguissime, vent plutôt de face. Alors ça va quand même partir, on va dire d'eau, 3 quarts d'eau sur la première partie de la course entre Bruges et La Panne. Maintenant, est-ce que des grands leaders vont vouloir décanter les choses très très tôt, sachant qu'ils ont une bonne chance d'aller décrocher la timbale en jouant au sprint? Moi je pense pas. Je pense véritablement que du côté des équipes, on va être en ordre de bataille. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas un trop gros coup qui parte en avance, et on va avoir un bon sprint des familles ce mercredi dans les rues de La Panne. Alors effectivement, Thibaut Wood qui dit dans le dans le chat du coup tordu là sur le TikTok, ça sera un sprint massif. La Chipolata qui voit des bordures. Écoute, moi vu les conditions de vent, alors c'est possible, il peut y avoir des coups de des portions à découverte, notamment entre Furnes et La Panne. C'est des endroits que je connais bien. J'ai travaillé à Dunkerque pendant très longtemps, donc c'est des endroits bien connus par les nordistes. Pour moi, sur cette portion en plus entre Furnes et La Panne, j'ai pas l'impression qu'on soit sur un vent suffisamment fort véritablement pour faire casser le peloton. Donc voilà. On va voir. Encore une fois, peut-être que je me trompe. Et puis voilà, je me ferai troller sur Twitter. Ça, c'est pas très très grave. De toute façon, dans les paris sportifs, personne n'a jamais. Faut juste être un abruti, mais un abruti terminé pour penser qu'on peut avoir juste et on peut avoir bon 100% du temps. Ça n'existe pas. Même le mec qui vous dit j'ai bon 80% du temps, ça n'existe pas. Vous avez vu la banquerolle en 2024 du coup tordu. En plus, sur du cyclisme, notre taux de réussite, il est de 30%. Et c'est déjà un taux qui est très très bon, qui nous permet d'être gagnant sur l'année 2024. Donc ça veut dire qu'en étant, on va dire, victorieux 30% du temps, ça veut dire que 70% du temps, en fait, on n'a pas raison. Donc voilà. Donc si le jeu, c'est de dire t'as eu tort. Enfin voilà, faut juste être un sombre débile pour aller là-dessus. Mais enfin, on sait que les réseaux sociaux sont remplis de gens qui n'ont pas forcément les yeux en face des trous et le cerveau bien en place. Mais c'est le jeu des réseaux sociaux, on l'accepte, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc pour moi, sprint massif du côté de La Panne. Du côté des start list, donc je vous en ai parlé. Alors moi, il y a un train qui me plaît énormément sur les start list. On va regarder les trains, bien évidemment. Moi, j'adore le train de la Tudor. Tiens, il y a Raph qui me parle de Pierre Barbier. On va en parler de Pierre Barbier. Moi, j'adore le train de la Tudor. Alberto Dainese, il y a Froidevaux, Cluckers qui marche très très bien. On fait venir Gislar, donc on associe Dainese avec Gislar qui a été très très bon sur Tirreno Adriatico. Cole Changizi et Mikuti, ça aussi c'est très bien. Mika Hemming, je pense que ça sera pour préparer un petit peu tout ça. Donc on arrive véritablement avec pour moi une équipe digne d'un grand tour. On pourrait aligner ça par exemple sur un Giro, ça passerait sans problème, une bonne équipe de sprinters. Alors ça, pour moi, ça remonte les chances d'Alberto Dainese. Maintenant, Alberto, en ce début de saison, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça fait quand même
je pense, une bonne année qu'Alberto Dainese est un peu dans le doute. Si Gisela est mieux placé que lui, on va faire sprinter Gisela dans le final, dans le sprint. Donc voilà, donc Alberto Dainese en même temps, il arrive avec un très très beau train, mais il a pas le droit de se trouver. Donc voilà, je sais pas comment convertir en bête voilà, pour moi cette belle équipe de la Tudor. Même sur les match-ups, j'ai pas trouvé quelque chose de value et j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant, mais en tout cas voilà, pour moi Alberto Dainese, l'idéal ça serait un top 6. Voilà, un top 6, j'ai pas trouvé de top 6, mais un top 6 d'Alberto Dainese avec une cote aux alentours de 3, ça serait quelque chose de très très bien. Ensuite, du côté des favoris, et ça sera mon premier bet. Alors les deux favoris, bien évidemment, c'est Merlier et Milan. Ça va jouer entre les deux. Moi, je pense que Milan potentiellement est un poil meilleur. Je pense que c'est Milan qui remportera la première étape du Tour de France et qui portera le maillot jaune à Lille, mais on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment d'ici là. Merlier, il joue à domicile, donc forcément à domicile il a obligatoirement coché cette classique. Donc savoir lequel des deux va gagner, compliqué de le dire. Les deux arrivent avec de très très bons trains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le troisième côté, c'est Jasper Philipsen et le quatrième, c'est Olaf Koy. Alors les deux pareil, hein, ils arrivent avec du matos. Jonas Rickaert en poisson pilote pour Jasper Philipsen. Du côté de la Visma, on a Victor Kampenaert, on a Dan McLay, on a Tosh Van Der Son, on a du très très beau monde du côté de la Visma. Moi, je donne un avantage à Olaf Koy, qui est coté 4e par rapport à Philipsen. Pourquoi ? Parce que Philipsen, il s'est cassé la gueule sur le Noker la semaine dernière. À un moment où il aurait dû récupérer, il a été tapé 290 bornes, dont une grosse partie sur la flotte samedi à Milan-San Remo. D'ailleurs, on a vu à Milan-San Remo, ça a été un des premiers à péter. Donc je pense que niveau récup, après une blessure, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas optimal. Donc je pense pas qu'on ait un Jasper Philipsen à 100% ce mercredi. Alors après, si ça se trouve, Jasper Philipsen va nous sortir une masterclass et je vais passer pour un pimpin, mais c'est pas grave. Je l'assume, ça sera pas la première fois, ça sera pas la dernière. Après tout, on est là pour jouer, on est là pour faire des previews, on est là pour prendre des risques, hein. C'est toujours plus facile de commenter quand on le fait a posteriori. Donc, pour moi, il y a une petite value sur le top 3 d'Olaf Koy. Donc, mon premier prono pour ce Bruges-La-Panne, ça sera le top 3 d'Olaf Koy avec une cote à 2,5. Et la BK, voilà, la BK c'est 0,2. Il y a un deuxième match-up qui m'intéresse et qui m'intéresse énormément. Un ami qui me parlait de Pierre Barbier dans le chat. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma théorie sur ce match-up. Donc Pierre Barbier est proposé face à Davivé Bombois ou Bomboy, hein, excusez-moi si je prononce mal son nom. Alors Pierre Barbier, on n'a pas du grand Pierrot en ce moment. Il a fait un bon début de saison avec un top 5 et un top 7 sur Lalou Latour face à une énorme concurrence. Depuis, c'est pas forcément la meilleure version de lui-même, sauf que je le connais bien, mon Pierrot. Il est petit à petit en train de monter en puissance. Sur Cholet, il termine 44e. C'est pas dingue, mais la course était extrêmement difficile. Il s'est battu pour terminer. Donc voilà, je sens que petit à petit c'est en train de venir. Et de l'autre côté, on a Davidé Bomboy, donc sprinter honnête, très très bon, sauf que ce que peut-être les bookmakers n'ont pas vu, c'est que notre ami Davidé Bombois, il y a encore 5 jours, il était à Taïwan. Il était sur le Tour de Taïwan, la fameuse étape, la toute dernière qui est remportée par Paul Henquin. Bomboy, il termine 2e. Donc ma théorie est la suivante, c'est que Taïwan, on a quoi ? On a à peu près 10-12 heures de décalage horaire. On a à peu près, peut-être 10 heures, 12 heures d'avion. Donc à la fois avec la fatigue, le retour, le jet lag, je suis pas convaincu que le camarade soit à 100%. Donc on a un match-up, Pierre Barbier qui est proposé à 1,93 contre Davidé Bomboy. Il est outsider de ce match-up. Donc pour moi c'est pris, ça sera Pierre Barbier devant Davidé Bomboy avec une cote à 1,93. Alors je regarde un petit peu ce que ça dit dans le TikTok du coup tordu. Sébastien, ça met Koy devant Philipsen. En plus, en ce début de saison, oui, c'est-à-dire que sur un sprint plat, Philipsen a travaillé les bosses, a travaillé les classiques. Sur un sprint plat, Koy Philipsen, il y a match. Donc en plus Philipsen que j'estime un peu amoindri.
c'est pas c'est voilà, pour moi j'aurais plutôt mis Coy en 3 derrière Merlier et derrière Jonathan Milan. Alors Sébastien qui dit ça sera tout pour Kubis et pas pour Bombi. Alors je sais pas si Kubis est sur Bruges-la-Panne. J'ai pas je crois qu'il y est pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit sur Bruges-la-Panne. On va vérifier. Si, en plus Lucas Kubis est sur il est sur Bruges-la-Panne. Donc évidemment, voilà, ça sera tout pour Kubis, et on peut imaginer que du côté de la Philippe Wagner-Bazin, si Pierrot est dans le coup pour le sprint final, et j'espère qu'il sera là. Voilà, il y a aussi Sacha Westmaes. Bon voilà, je pense que Pierrot aura au moins du monde pour l'amener pour aller sprinter. Donc raison de plus pour miser sur Pierrot. J'aurais vraiment plutôt inversé le bookmaker. Le bookmaker, j'aurais plutôt inversé le match-up. On passe sur la Catalogne, 3e étape du Tour de Catalogne, première étape de montagne. Alors au niveau du parcours, c'est du classique, hein, c'est la fameuse montée de la Molina. On sait qu'on a eu de la pluie ces derniers jours du côté de la Catalogne. Alors aujourd'hui le temps était aujourd'hui ce mardi le temps était un petit peu meilleur. Ce mercredi c'est pareil, on aura un temps, alors ça sera un petit peu frais, mais on n'aura pas de pluie, on n'aura pas de neige, le vent pareil, ça sera relativement calme. Donc au niveau du scénario, on va avoir un scénario GC Day, quelque chose de relativement classique avec les UAE qui vont tout visser pour essayer d'amener une arrivée bien évidemment pour Juan Ayuso qui est le gros favori de l'étape. Alors je vous avoue que j'ai pas encore regardé les cotes pour cette 3e étape du Tour de Catalogne, je sais même pas, je pense qu'elles sont sorties, mais je les ai pas encore regardées. Alors du grand classique pour la montée de la Molina, on a une ascension, le col de la Crueta, on a 20 km à 5,1%. Ça monte quand même quasiment à 2000 mètres d'altitude, donc c'est quelque chose qui peut éventuellement fatiguer les organismes. Ensuite on redescend, montée de la Molina qui avait été remportée, rappelez-vous, il y a 2 ans par Ben O'Connor. Alors c'est pas une montée qui est extrêmement difficile. La montée de la Molina, c'est surtout compliqué dans le pied de l'ascension. Dans le pied de l'ascension, on a des passages entre, on va dire, aux alentours de 8% sur les 2 premiers kilomètres. Et rappelez-vous, il y a 2 ans, Ben O'Connor avait profité de ces passages pour faire la différence et s'imposer en haut de la Molina, en haut du col. On revient un petit peu plus sur du faux plat montant. On a une partie de légère descente, faux plat descendant, et ensuite on a un sprint en légère bosse. Donc Ben O'Connor s'était imposé de cette manière en 2023. Ben O'Connor, voilà, je vous dis une connerie. Ben O'Connor, c'était en 2022. Voilà, c'est ça. Ben O'Connor, c'était en 2022. Et en 2023, on avait la victoire, scénario un peu plus classique. On avait la victoire sur cette étape de la Molina. C'était Remco qui l'avait emporté au sprint devant Primož Tonton Roglič et Giulio Ciccone. Donc vous voyez, plutôt, on va dire, ascension pour grimpeur, ce que j'appelle grimpeur rouleur. Il n'y a pas d'énorme pourcentage. Voilà, Remco s'était barré un petit peu dans le plat avant l'arrivée. Et Roglič lui avait un peu collé au basque. Donc pour le scénario, pour l'ascension finale, moi j'ai l'impression qu'il y a un mec qui s'appelle Tadej Pogačar qui montre que en partant de loin, en attaquant de loin, aujourd'hui faut plus avoir peur de tenter des moves comme ça. J'ai l'impression que mentalement il débride un petit peu tout le monde, et je serais pas surpris de voir Juan Ayuso attaquer directement au pied de la Molina, en tout cas dans les 3-4 premiers kilomètres, et que à l'inverse d'autres années où on s'était un petit peu joué le coup, on va dire dans les 2 derniers kilomètres, ça attaque de manière assez forte dès le pied de la côte. Donc évidemment, Juan Ayuso est l'immense favori de cette étape, même si j'ai pas encore vu les cotations. Tonton Roglič, je sais pas si la forme est là. Sur la première étape, c'était quand même un sprint qu'il avait remporté l'année dernière, et là il a terminé à la 15e place. Donc je pense qu'on n'a pas encore du grand tonton Primož Roglič, même si la météo l'avantage un petit peu plus. Donc voilà, je vous le dis, moi les 2 coureurs que j'ai cochés, c'est Juan Ayuso et je vais forcer un petit peu, mais mon Lennart Van Delvet, ça pour moi pareil, c'est une ascension qui est complètement taillée pour lui. Il a un bon sprint, il a un bon punch, ascension pour grimpeur puncher. Donc c'est globalement les 2 noms que j'ai cochés. Après un Lenny Martinez, Lenny, moi je le vois plus sur des pourcentages un petit peu plus forts quand même. Donc voilà. Alors je vais aller voir sur le Bookref, on va aller voir les cotations. Alors, on a la victoire de Juan Ayuso à 2,62. C'est
plutôt c'est un petit peu value quand même. C'est un peu value. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est la cote de Vandelvet à 5. Ça, c'est quand même plutôt bien coté. Pour moi, ça joue entre les deux. Ça joue entre Vandelvet et Ayuso. On va aller voir du côté des match-up. Alors, s'ils sont intelligents, ils nous ont mis Vandelvet contre Ayuso, évidemment. Moi, j'aimerais bien, j'ai pas encore vu les match-up, mais j'aimerais bien un match-up Vandelvet contre Roglic. Donc, on regarde les match-up. Alors il nous met Ryan Ayuso 1,53 contre Primoz Roglic, Vandelvet 1,36 contre Lenny Martinez. Non, ça c'est bien coté. Alors Henrik Mas aussi peut être plaisant, il a l'air en forme en ce moment, mais Landa a pas l'air pourri non plus. Et on a un match-up entre les frères Yates, on a Simon Yates contre Adam Yates. Ça c'est le mec qui a fait les match-up. C'est assez rigolo. Alors très compliqué, très compliqué. Je vous avoue que c'est relativement bien coté cette histoire. C'est on me dit dans le chat Valentin, Lennart Vandelvet, c'est effectivement, je suis d'accord. Vandelvet, je m'attendais à le voir sortir à 8-9. À 5, je suis absolument pas fan de l'histoire. Alors là, le book ref, on me demande dans le chat, le book ref, c'est un book référence qui sort les premières cotations. En même temps, j'ai du mal à imaginer que la gagne échappe à un des deux, en fait, si vous voulez. Donc le jeu, ça pourrait être soit une victoire de Juan Ayuso avec une BK à 0,20, soit une victoire de Vandelvet avec une BK à 0,1. Voilà. Je pense que honnêtement, ça joue entre les deux. J'ai du mal à voir arriver en côte comme ça. J'ai du mal à voir quel est le coureur sur la start list. Alors, sauf si un mec nous fait O'Connor 2022 et qui se barre et qu'il est pas véritablement marqué à la culotte par les autres. Mais enfin, la Team Emirates arrive quand même avec une énormissime équipe. Donc, en principe, il devrait mener un train de bourrin et il devrait contrôler. Donc j'ai du mal à imaginer un autre coureur que ces deux-là. Ah, là on me signale qu'il y a du 8 qui traîne pour Lennart Vandelvet. Alors ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là je suis uniquement sur le book ref. Donc effectivement, écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur la victoire de Juan Ayuso. On va partir sur une BK de 0,2. Ça me paraît pas mal pour la victoire de Juan Ayuso. Et puis on va rajouter aussi la victoire de Vandelvet, donc ce sera une sorte de double chance. Donc s'il y a de la cote à 7 ou 8, ça peut être pas mal. Et Vandelvet, on sera sur du, je pense, 0,0. Si on trouve du 8, ça sera du 0,05% de bankroll. Voilà, 5 euros sur une bankroll de 10 000 euros, 2,50 € sur une bankroll de 5 000 euros. Voilà, on ajustera la cote. En fait, on va prendre un petit peu le bénéfice que l'on peut prendre avec, le gain brut que l'on peut prendre avec Ayuso en multipliant 2,62 par 0,2. Et puis ensuite, on divisera par la cote de Vandelvet pour avoir à peu près le pourcentage de mise que l'on va mettre sur la victoire de Lennart Vandelvet. Je vous récapitule donc les pronostics pour ce mercredi 26 mars. Donc voilà, le récapitulatif, c'est sur Bruges-La-Panne, le top 3 d'Olafkoy à 2,5, la BK c'est 0,2. Le match-up de Pierre Barbier devant Bonbois, devant Bondboy, la cote aux alentours de 1,93, la BK c'est 0,25. Sur le Tour de Catalogne, la victoire de Juan Ayuso 2,62. Voilà, c'est le book ref. Après je vais rajouter en fonction de ce qui est disponible sur le marché en France. 2,62 la BK à 0,20 et la victoire de Vandelvet. Donc apparemment il y a du 6, du 7, du 8 qui traînent. Donc 0,06, 0,07. Voilà, on ajuste en fonction d'eux. Donc voilà, et la victoire de Lennart Vandelvet pour la 3e étape du Tour de Catalogne. 8, c'est non. Voilà, là on me signale dans le chat, là on m'a induit en erreur. La victoire de Vandelvet c'est 8, c'est au classement général. C'est pas du tout sur l'étape. Donc voilà ce qui change un petit peu la chose. Donc ce qui nous fera remonter un petit peu la cote de Lennart Vandelvet, on sera peut-être plus sur du 0,08 aux alentours.
Et on partira bien évidemment là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a toutes les previews à retrouver, preview de Enzo sur son site The Big Gear. Allez voir, c'est du vrai bon taf et c'est gratos. Et voilà, c'est un cadeau que nous donne la vie. Les previews d'Enzo sur The Big Gear, les previews également sur Vélo Futé avec la Tib qui bosse aussi dessus. Allez mater tout ça, vous aurez encore plus de détails sur tout ce qu'on s'est dit dans ce podcast. Et puis à vous abonner bien évidemment sur tous les réseaux sociaux du Coup Tordu. Là, j'ai parlé du TikTok tout au long de l'enregistrement de ce podcast, mais il y a aussi le compte Instagram du Coup Tordu. On a aussi la page Facebook. On a bien évidemment le X, le Twitter, Blue Sky. On est là, on est présent, mais on n'est pas actif sur ce réseau, mais enfin on est présent un petit peu partout. Puis si vous avez envie de discuter, envie d'échanger, c'est toujours avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux du Coup Tordu. Alors il y a un vieux coup de folie qui me vient à l'idée là juste avant de couper le podcast. Enfin malgré tout j'ai l'impression que du côté des UAE on va être en ordre de bataille pour Juan Ayuso, mais est-ce qu'on n'enverrait pas ce fou de Marc Soler j'ai envie de dire en grenadier voltigeur, c'est-à-dire en attaque pour essayer de faire un petit peu travailler les autres, parce que voilà, Marc Soler, il a l'air de lui c'est un sacré zinzin. On peut tenter après, je pense que malgré tout, on est là pour répéter le Giro pour Juan Ayuso. On est là pour se mettre en configuration grand tour et je pense qu'on va pas faire de fioritures et qu'on va l'amener sur un train un petit peu à la Poggi. C'est ce qu'il réclame. Il veut des responsabilités, donc on va jouer comme pour un mec qui veut des responsabilités. On aura un petit œil également sur Valentin Paré-Pinte, que j'attends quand même sur des ascensions un petit peu plus dures et un petit peu plus compliquées. Voilà pour le Coup Tordu, les copains, et on se retrouvera bien évidemment ce mercredi soir pour un nouvel épisode. On débriefera tout ça et on fera la 4e étape du Tour de Catalogne. Allez, ciao les amis.